Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous allez me prendre ou me reprendre. La Chanelly pour vous servir dans le cadre de l'émission Ébuni et Érable. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Dodé, consultant agréé. J'aime bien ajouter agréé dessus. Consultant agréé en immigration, qui immigration au Canada, parce qu'il y a tellement de pays que je vais préciser au Canada. Vous êtes sur la chaîne Yves Relais. Et le temps que je fais quelques partages pour partager le live dans notre groupe Ivoirien du Canada et dans d'autres groupes, veuillez vous connecter parce qu'on commence avec Alexandre Lolo. Ça, c'est comme ça on dit chez moi ici. On commence Lolo. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, ma soeur Nelly, comment tu vas? Ça va très bien, on est en santé et puis on va bien. Et toi? Oh, ça va, Dieu me fait grâce, encore vivant, en pleine forme, et puis ça avance tout doucement. Gloire à Dieu, ça va. Merci d'avoir accepté de passer sur Yves Relais. On va commencer comme ça. Ma question pour toi, c'est présente-toi à nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent. D'accord, je vais faire une présentation assez simple, groupée. Donc, mon patronyme Dodé Septime Alexandre, et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai immigré au Canada depuis 2008. Je suis venu comme étudiant. Donc, j'ai étudié à l'université, ici à l'université de Sherbrooke, dans la province du Québec, dans la ville de Sherbrooke. J'ai fait un baccalauréat nord-américain en économie avec une spécialisation microéconomie. J'ai aussi fait une maîtrise en économie, toujours en microéconomie comme spécialisation. J'ai travaillé aussi dans plusieurs institutions comme Bell, Vidéotron, Desjardins. Et ensuite, je suis retourné encore faire un diplôme supplémentaire de consultant en immigration. Donc, je suis aussi diplômé comme consultant en immigration du Canada. Et comme il ne faut pas juste le diplôme pour exercer, il faut être réglementé ou agréé, comme tu aimes bien le dire. J'ai passé les examens pour être agréé et autorisé à pratiquer en tant que consultant réglementé en immigration du Canada. Je suis issu d'une famille de 6 enfants. Je suis l'aîné. Et puis marié avec 2 enfants. Depuis 2008, je suis au Canada à Sherbrooke et je vis là depuis tout ce temps-là. Donc, je suis comme étudiant international. Ensuite, j'ai été travailleur post-études. Ensuite, travailleur qualifié, résident permanent, citoyen canadien. Donc, je suis passé dans toutes ces étapes-là personnellement avec des rebondissements. On pourra échanger j'ai la chance. Mais en gros, voilà qui je suis et ça fait depuis 2021 que je suis travailleur autonome. Donc, je travaille pour moi-même en tant que consultant réglementé en migration du Canada. Et depuis maintenant 2 ans, je suis aussi conseiller en sécurité financière. Donc, je fais à la fois de la finance et de l'immigration aussi. Et au niveau de conseiller en sécurité financière, je travaille toujours comme travailleur autonome, mais pour la bannière Industrielle Alliance, où je fais aussi des placements, donc régime épargne études, régime épargne retraite, je fais de l'assurance vie, assurance épargne, tout ce qui touche au niveau de la sécurité financière aussi. Donc, en bref, assez long quand même, voilà qui je suis. Ton micro est fermé, Larissa, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Je disais qu'en bref, tu es gay. Beaucoup d'autres, je sais pas, on dit femme pieuvre, donc il y a du homme pieuvre. Beaucoup de cordes à ton arc. Ouais, je n'ai pas tout donné, mais c'est suffisant. Tu n'as pas tout donné, pardon, il ne faut plus donner tout. Donc, aujourd'hui, je suis avec Alexandre. Ce qui me plaît dans le profil de Alexandre, c'est qu'il a dit, quand il était en train de parler, il est venu ici comme étudiant international ou étudiant étranger ou ce que vous dites donc étudiant étranger avec un permis d'études du Canada. Il a quitté la Côte d'Ivoire, il a fait la procédure, il est arrivé ici en tant qu'étudiant. Et quand il est venu ici en tant qu'étudiant, il a fait ses diplômes. Un jour, on parlait en live et puis il disait, eux, quand ils venaient ici, même c'était très difficile
parce que eux, ils n'avaient pas les 24 semaines. En tout cas, si on a le temps, on va revenir un peu dessus. Donc, il est venu ici comme étudiant étranger. Il a fait ses études. Il a fini. Il a fait son post-diplôme. Il a fini son post-diplôme. Comme on appelle, il a suivi la procédure. Il a fait la résidence permanente. Après ça, il a fait la demande de citoyenneté. Donc, quelqu'un, par exemple, qui vient faire affaire avec Alexandre en tant que consultant en immigration, comment on appelle ça, c'est pas juste théorique, c'est pratique parce que la personne va marcher dans les pas, si on veut dire dans les pas d'Alexandre, même si certaines règles ont évolué ou ont changé ou se sont améliorées, mais la base de l'immigration, elle est pareille. Là. Oui. Autre question, qu'est-ce qui t'a amené au Canada et dans quelles circonstances? Toi, tu as dit les études, mais tu pourrais partir étudier en France? Justement, pour parler de cela, c'est un peu drôle, c'est juste que de base, je suis quelqu'un de turbulent, donc jamais à la même place, je touche un peu à tout. Et quand j'ai fini mon baccalauréat en série C au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry, je suis allé faire des études à l'INPHB, donc 2 années préparatoires. Et pendant ces 2 années-là, j'étais quasiment jamais à la maison. Donc, je suis scout, donc scout catholique, et je bougeais beaucoup. Et une fois, je n'étais jamais à la maison. Une fois, je suis rentré et mon père me dit, bon, là, c'est assez. Tu as 2 choix. C'est soit tu vas étudier au Japon ou tu vas au Canada, tu choisis. Et j'étais comme, d'accord, je ne vais pas préparer comme ça de choisir. Il dit, oui, je suis fatigué, tu n'es jamais à la maison. Tant qu'à ne pas être à la maison, ben, va étudier ailleurs. Il dit, ok, bon, tu me donnes le choix entre les tremblements de terre et le froid. D'accord, ben, je préfère le froid que les tremblements de terre. Donc, c'est de là qu'a commencé l'expérience du Canada. J'étais venu vraiment pour les études. Je n'ai même pas terminé ma 2e année préparatoire à l'INPHB, à l'antenne de Cocody. J'étais vraiment en année scolaire. Dès la première année même de l'école préparatoire, j'avais déjà entamé les procédures. Et il faut savoir qu'en 2008, donc en notre temps, ça se faisait format papier. Donc même les demandes d'admission, c'était format papier. Il faut remplir, envoyer par la poste, attendre les délais de la poste, répondre, réenvoyer. Donc c'était vraiment assez long. Donc lorsque j'ai obtenu mon visa, c'était en 2007, mais les cours avaient déjà commencé. Donc j'avais obtenu au mois de novembre. Donc j'ai appelé l'université de Sherbrooke. Ils disent non, après 1 mois, c'est difficile de rattraper les cours. Donc, on a reporté ma session en 2008. Ce qui fait que je suis venu au Canada vraiment pour les études en 2008, même si j'avais déjà eu mon visa depuis 2007. Je suis venu pour les études. Et là encore, j'étais censé venir avec mon cousin puisque moi, j'ai fait des recherches. Je voyais Sherbrooke. Donc, Sherbrooke, Montréal, mais je connais personne. Je n'avais aucune famille, rien, je connaissais vraiment personne. Et j'ai mon cousin qui, lui, il était déjà ici. Il est venu 1 an avant moi. Donc, il était à la ville de Sherbrooke aussi. Et il était en vacances à Abidjan. On devait revenir ensemble. Au moment du retour, moi, je vais avec Air France. Lui venait Royal Air Maroc. Et ce jour-là, c'était le 21 juillet 2008. Il y avait pour lui à l'aéroport aucun avion d'école sauf Air France. Donc, moi, j'arrive à Montréal aux alentours de 14h et je suis assis. J'attends mon cousin. Donc, je ne sais pas où je vais, où je dors parce qu'on était censé aller ensemble. Je regarde le panneau, je vois vol Royal Maroc annulé. Donc là, me voilà, je suis dans l'aéroport, dans un pays que je ne connais pas, je n'ai aucune idée. Et quand on venait, on était obligé de venir avec un chèque. Ce n'est pas maintenant de montrer juste les preuves financières. Nous, il fallait vraiment avoir un chèque certifié international. Donc j'avais mon chèque de ma poche et j'avais 500 €. C'est tout. Comment on fait pour aller là-bas, je n'avais aucune idée. Mais par la grâce de Dieu, mon cousin, il a appelé un ami à Sherbrooke qui vient me chercher. Donc, imagine, tu es à l'aéroport et puis quelqu'un dit Septime. Alors que personne ne sait que je viens au Canada, je n'ai aucun ami, je ne connais personne. Donc, tu vois mes yeux s'ouvrir comme ça. Bon, tu es qui? Tu veux quoi? En plus, ton nom n'est pas commun. Septime n'est pas commun, oui. Et puis, j'étais un peu sauvage aussi. Donc, quand il m'a dit, toi, tu es qui? C'est quoi? Donc là, lui-même l'a tiqué. Il dit non, c'est ton cousin. Et donc, mon cousin s'appelle comment? Donc, j'ai commencé à poser des questions pour être sûr vraiment que c'était mon cousin. Et là, il m'a tout détaillé. Et c'est dans ça qu'elle est venue pour les études. Et là, on se tape la route. Je suis dans un véhicule, je ne connais personne. Je ne sais pas où les gens m'envoient. Je n'ai aucune idée, mais j'ai fait confiance et par la grâce de Dieu,
On est bien arrivé à Sherbrooke. J'étais chez mon cousin, vu qu'il avait le double des clés, donc je suis resté chez lui. Le temps qu'il vienne me retrouver. Donc, vraiment, les circonstances, c'est vraiment pour les études. J'étais venu vraiment pour étudier à l'Université de Sherbrooke. Parce que aussi Sherbrooke est connu aussi pour être une ville étudiante. Exactement. Autant, lorsque je faisais les recherches, justement, lorsque mon père m'a dit de choisir, mais il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux faire la finance comptabilité, vu que c'est ce que je faisais à l'INP. On a regardé les meilleures écoles, c'était l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai eu une admission en économie avec une concentration que ça s'appelait, donc une spécialisation en finance. Et quand j'ai commencé le processus, ben, j'ai adoré l'économie. Je suis resté en économie avec une spécialisation microéconomie. Pourquoi est-ce que quand tu as fini les études, tu n'es pas reparti vendre cette spécification que tu as eue là, tu n'es pas reparti la vendre en Côte d'Ivoire? Déjà, quand j'ai fini, j'ai là que rendre un peu mes péripéties avec l'immigration. La formation, normalement, devait durer 3 années en économie. Et ce sont des coûts on prend. Il faut avoir 90 crédits pour valider ton baccalauréat. Et comme j'ai dit, je suis un enfant têtu, je suis vraiment têtu. Donc, moi, au lieu de faire 4 cours par session, je faisais 6 cours, 7 cours par session parce que je voulais finir les études. Donc, au lieu de 3 ans, j'ai fait ça en 2 ans et une session. Donc, j'ai fini un peu plus vite. Et j'appelle mon père, il dit, ah, j'ai fini les études. Il dit, ok, ben, tu fais la maîtrise. Je dis, mais la maîtrise coûte cher. Déjà, le baccalauréat, ça nous coûte à mon temps. Une session, sans les frais d'habitation et tout, juste l'école, c'était 10 000 $ une session. Donc, j'avais fait 7 sessions en totalité. Et il dit, ah, mais papa, on va encore ajouter 2 autres sessions, ça coûte cher. Donc, pour faire la résidence permanente, il dit, ok, vas-y. Et c'était l'ancien programme pour la résidence permanente. Je lance mon processus de résidence permanente et là, ils ont créé Arima. Et là, je vais faire Arima. Mon dossier, comme par magie, est tombé entre les 2 programmes. On se pose tout mon dossier. Et là, j'appelle ici, on me dit non, appelle là-bas. J'appelle là-bas, appelle ici. Et il dit, ok, donc je vais plus aux études. Je fais un premier travail post-diplôme. Il dit, ok, ça ne me sert à rien de payer cher. Je vais faire la maîtrise, il n'y a pas de souci, papa. Mais je ne vais pas payer encore 12 000 plus les frais d'habitation, c'est trop cher. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, ton père, je veux que tu fasses la maîtrise. Fais ce que tu veux, mais tu fais la maîtrise. Ok, papa, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai commencé à travailler mon premier travail post-diplôme. J'avais un premier travail post-diplôme de 3 ans. Donc, j'ai fini les études en 2010. Donc, décembre 2010, j'ai eu mon premier post-diplôme de 3 ans. C'est là que j'ai travaillé chez Bell, chez Vidéotron. Mais après 3 ans, mon dossier au milieu, je n'ai pas comme ma résidence permanente. Donc là, il fallait renouveler. Donc, j'ai fait permis de travail étranger temporaire que vous connaissez maintenant, mais ça existe depuis toujours. Donc, j'ai renouvelé une année. Donc, chaque année, il fallait que j'aille négocier avec mon patron, faire comprendre la nécessité, payer moi-même les frais pour avoir un autre permis de travail fermé pour continuer. Et là, j'ai repris encore la procédure. Et c'est en 2015 que j'ai eu ma résidence permanente. Même là encore, avant d'avoir la résidence permanente, j'étais avec ma femme actuelle. Et au mois d'avril 2015, j'ai dit, ah bon, là, je suis fatigué de ce pays-là. À ce moment, c'est la seule fois que j'ai dit, je suis fatigué du Canada. Ils m'emmerdent parce que depuis, mes papiers ne sortent pas. Moi, je retourne. Donc, quand mes papiers sortent, tu m'envoies ma résidence permanente par la part. Tout était validé, mais je n'avais pas encore reçu la carte de résidence permanente. Donc, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Abidjan. Et arrivé à Abidjan, bon, disons que je n'ai même pas voulu chercher de l'emploi sur place. C'était après les élections, avec ce qui s'est passé en 2010 et compagnie. Mon père était obligé d'aller à la retraite, donc il y a des petites complications qui ont fait que personnellement, je n'ai pas voulu travailler, même puisque j'avais l'objectif de terminer ma maîtrise d'abord. Donc là, j'ai reçu ma carte de résidence permanente au mois de juin, donc j'ai fait 2 mois à Abidjan. Ma France est venue, ma femme m'a envoyé ma carte par DHL et puis après ça. Je suis revenu, je suis retourné aux études. Et quand j'ai fini les études, j'ai pensé retourner en Côte d'Ivoire. Sincèrement, j'ai voulu retourner avec ma maîtrise faite. Les parents sont contents, je suis content, donc je n'avais plus d'engagement avec mon père. Et j'ai voulu retourner travailler en Côte d'Ivoire. Mais quand j'ai analysé, ça faisait déjà depuis 2008, on est rendu en 2017 quand j'ai fini ma maîtrise, ça faisait quasiment 9 ans. Bon, retournant encore chercher du travail. Et bon, mon père a pris une retraite anticipée. Sa femme est décédée pendant toutes ces périodes-là. Donc, c'était compliqué. Et finalement, j'ai dit, OK, je suis diplômé, j'ai tout ce qu'il faut.
j'ai postulé, j'ai commencé à travailler chez Desjardins. Donc, finalement, je dis que ça ne vaut pas la peine. Le salaire que je gagne ici, les avantages que j'ai ici, aller reprendre encore à Abidjan, ça ne m'a pas paru nécessaire. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas retourné à ce moment-là. J'ai commencé à travailler. Et puis, bon, la suite, comme je dis, j'ai repris le diplôme pour devenir consultant. J'ai ouvert mon entreprise. Et quand j'ai ouvert, mais là, j'ai ouvert une succursale à Abidjan, justement. Parce que j'ai toujours ce projet-là de retourner même vivre à Abidjan. C'est toujours un projet. C'est mon pays que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Mais pour le moment, je vais tout finaliser, c'est avec les enfants et puis retourner. Très, très intéressant. N'oubliez pas, si vous avez quelques questions à mon invité, vous pouvez les mettre en commentaire. On va le passer si on a le temps, mais en commentaire. Sinon, après, on va revenir sur les questions, il va répondre. Et c'est tellement intéressant que je fais des directs parce que je vous dis, on prend de la graine, on écoute et puis on se laisse porter. Aujourd'hui, on va se focaliser, on va laisser ton métier de consultant financier, on va vraiment se focaliser sur l'entreprise, cette immigration. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise? Oui, bien sûr. Et puis, c'est comment tu as démarré ça quand tu as commencé? D'accord. Bon, déjà, il faut comprendre l'idée pourquoi je suis parti pour me lancer en entrepreneuriat. C'est comme j'ai dit, je travaillais chez Desjardins, donc j'avais quand même un bon poste. J'étais conseiller en sécurité financière aussi chez Desjardins. Donc, financièrement parlant, je ne me plaignais pas. Ça va bien. Mais c'est juste que j'avais tellement de personnes que je connaissais qui se faisaient arnaquer en matière d'immigration vers le Canada. Parce qu'à ce moment-là, disons que moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens ne faisaient pas les démarches eux seuls. Je l'ai fait moi-même, même avec les différents changements. Donc, je trouvais que c'était simple. Il fallait lire. Donc, j'entends mes cousins qui m'appellent. Ah non, j'ai payé 3 millions, 5 millions, 10 millions. On m'a dit, mais attends, les papiers, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Donc, ça, je lui explique ma mentalité avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Là. Donc, c'était vraiment aberrant. Je trouvais ça vraiment aberrant, les coûts élevés. Donc, je ne comprenais pas. Et c'est ça qui m'a motivé. Donc, j'ai vu d'autres amis et dit, écoutez, moi, j'aime étudier. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre les cours pour être consultant? Il n'y en avait personne. On était 7 camarades, 7 amis. OK. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais retenir nos études, mais pour l'entreprise, on va amener les fonds communs pour bâtir l'entreprise ensemble, la communication, le marketing. Non. On était vraiment dans un délit on voyait ça vraiment en grosse entreprise et tout. Et je suis allé faire les études. Donc, je conciliais à la fois travail et études. Donc, je faisais, travail chez Desjardins et études pour devenir consultant en immigration. Donc, je faisais les deux et jusqu'à ce que le diplôme maintenant être accrédité. Toutes ces étapes-là sont passées. Mes amis en cours de route m'ont abandonné parce que il faut savoir ça, je vais le donner parce que ça va aider beaucoup de personnes. C'est que j'ai été arrêté pour alcool au volant. Donc, alcool au volant, depuis 2010, j'ai devenu criminel. Et moi, j'ai eu la chance parce que, ce jour-là, j'avais pris juste un verre, donc on sentait l'alcool dans ma bouche, mais je n'étais pas sous, il n'y avait rien. Ça, c'était le premier fait. Deuxième fait, c'était un policier raciste. Et puis, troisième fait, il n'a pas suivi les procédures. Mais comme on était dans un dilemme, on n'était pas sûr qu'est-ce qui allait se passer avec l'avocat et tout. Pour devenir consultant d'immigration, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Donc, à ce moment, moi, j'ai appelé mes autres partenaires, j'ai dit, voici la situation. Donc, même si j'ai fini les études, il y a des chances que je ne sois pas accrédité parce qu'il y a eu cette situation-là. Et tout le monde m'a abandonné. Je suis retrouvé seul avec ma femme. Il dit, OK, moi, je crois en Dieu, il n'y a pas de problème, chérie, on continue. Elle dit, oui, il n'y a pas de souci. De toute manière, on n'a pas encore le résultat final. Le résultat final sort, pas de casier judiciaire, rien du tout. Donc, tout était bon. Et c'est de là qu'est parti. Au début, on avait créé l'entreprise, ça s'appelait Stratégique Canada. Stratégique Canada, société en nom collectif, donc on était 7. Nous sommes tous partis, je suis resté avec ma femme. Et au niveau des consultants en immigration, on ne pouvait pas me laisser ça en SENC, donc en société en nom collectif. Il fallait soit que je le fasse incorporer, si je veux ajouter d'autres personnes, ou je le gardais en entreprise individuelle, parce que c'est moi qui suis le consultant, les autres ne sont pas.
C'est à ce moment-là, je dis, bon, OK, pour couper avec l'ancien, on change complètement de nom. Donc, c'est là qu'on est parti sur cette immigration, comme vous l'avez deviné. Je fais une combinaison entre mon travail qui est l'immigration et mon prénom Septime. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose d'original. Donc, j'ai dit cette immigration, donc Septime et immigration en même temps. Mais il fallait dire qu'est-ce que cette entreprise fait. Pour ça, en bas, c'est marqué service conseil en immigration. Donc, cette immigration fait le service conseil. Et le logo est venu de l'idée que je suis au Québec, j'aime bien ma terre d'accueil. Donc, j'ai voulu mixer les deux, d'où la feuille de lys à l'intérieur de la feuille d'érable. Une fois que le nom est trouvé, il faut savoir que pour créer, c'est facile au Canada. Tu fais juste une charte. Bon, comme c'est incorporé, on a fait une charte et il y a juste 2 personnes, ma femme et moi. Donc, c'était quand même assez facile, pas besoin de voir un avocat. On a fait la charte, on a rempli les questionnaires, on a payé les frais qui étaient autour de $300 de mémoire. Et mon entreprise était créée aussi simple. Donc, la création de manière légale, ça coûtait $300. Mais en arrière, je suis allé faire des cours, j'ai suivi des cours dans l'entrepreneuriat, ici à Chabot. Ça a duré 8 semaines, donc 2 mois. Donc, j'ai suivi des cours pour être entrepreneur où on m'a montré comment faire les plans marketing, plans financiers, comment aller chercher du financement. Donc, tout ça, j'ai suivi des cours avant de me lancer là-dedans. Et puis, je suis allé chercher des financements auprès des institutions bancaires, auprès du gouvernement. Il y a même des associations pour les personnes immigrantes. On a ce qu'on appelle le groupe 3737. On a Futurpreneur. Donc, tout ça, j'ai contacté toutes ces entreprises qui accompagnent les communautés à minorité visibles et qui aident en matière de financement, en matière d'accompagnement. Donc, c'est de là qu'est partie cette immigration et puis la formation, aller chercher ce qu'il fallait pour grandir tranquillement. Quand je t'écoute, là, j'ai comme la réponse à beaucoup de mes questions. Parce que, tu nous as déjà dit ce qui t'a motivé, tu nous as dit les obstacles, tu nous as parlé vous avez commencé un groupe d'amis, après, tu nous as parlé aussi de ton souci. Oui, parce que quand je t'ai googlé pour la première fois, on voit ça. On voit 2 fois. Participer de quelqu'un, on voit ça. Rien ne se cache au Canada. Donc, ça c'est la petite parenthèse. Donc, tu nous parles de tes obstacles, tu nous parles aussi de comment tu as surmonté les obstacles, tu nous parles aussi de comment tu es allé chercher la qualification. Et ça, on a beaucoup de nos... en tout cas, la majorité de mes invités, au fil du temps qui passe, ils nous parlent beaucoup d'aller chercher la formation. Et je pense que ça, c'est quelque chose à faire pour ceux qui veulent se lancer. À ce jour-là, parce que quand on va sur le site de cette migration, on dit que vous êtes là depuis 10 ans et tout. Quelle est la plus grande réussite pour cette immigration aujourd'hui? Ça dépend de... Nous, ce qui nous satisfait le plus, c'est à chaque fois quand on a des décisions positives pour nos clients. Vous allez remarquer, je ne fais pas de publicité, de témoignages ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça l'objectif de cette immigration. Donc, notre logo, à part cette immigration, service conseil, mais notre leitmotiv, c'est toujours travailler dans l'intérêt de nos clients. Chaque fois qu'un client aboutit, nous, on est heureux. Ça, c'est notre plus grande satisfaction là. De voir la vie du monde changer, qui passe de temporaire à permanent. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire ou au Gabon. J'ai beaucoup de clients au Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, quelques-uns et Guinée. Quand je vois ces personnes-là qui passent de leur situation à la résidence permanente, c'est un changement de vie pour toute une famille. Tu vois le rayon de soleil là, ça n'a pas de prix. C'est tellement formidable. Même ceux qui sont ici, qui ont des problèmes de documents, qui ne savent pas où aller et qu'on arrive à aider, c'est inimaginable là, ce sentiment-là de, je sais pas de réussite, mais ce qui habite nos clients, ça se voit, ça se cache pas. Donc c'est ça vraiment qui est notre plus grande satisfaction, c'est que lorsqu'on arrive à changer des vies. Il y a des dossiers qui ne changent pas de vie, hein, comme des personnes qui demandent changement de permis de travail, changement de... Des renouvellements. Ça va. Mais quand j'ai des clientes qui m'appellent désespérées, qui n'ont plus de solution, et on arrive à trouver une solution,
et que ça marche, tu vois vraiment la reconnaissance, la joie dans les yeux de ces personnes-là. Je vois le nombre de fois que j'ai des clients qui ont pleuré au téléphone dans mon bureau parce que ils se disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir. Ils ont appelé à gauche, à droite, on leur expliquait d'une certaine manière. Donc, moi, j'essaie d'amener, comme je dis, mon expérience personnelle, mon vécu personnellement avant de me lancer dedans. Et j'ai eu cette chance-là que je suis venu comme étudiant. Donc, Ouais. vraiment dans tout, personnellement, comme j'expliquais, j'ai mes dossiers qui étaient tombés entre deux programmes d'immigration. Je connais la galère d'appeler au gouvernement. Je connais la galère de courir, d'être désespéré. Je connais cela. Aller négocier avec son patron pour avoir une autre lettre d'embauche, pour renouveler. Le patron qui ne veut pas payer, tu es obligé de payer, te déplacer. Je le vois. Donc, notre satisfaction réelle, là, c'est chaque fois qu'on a des dossiers compliqués qui se résolvent, là, oh, je te dis, quand je finis là. C'est un miracle. Ah oui. Il y a aussi beaucoup de. Ça m'engage vraiment moi seule, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs chance dans l'immigration. Parce que moi aussi, je ne suis pas consultant en immigration, mais souvent, j'ai référé X ou Y personnes à toi, à Fatou, au grand Facila et autres. Et puis souvent, quand les gens viennent à moi, la majorité des gens que moi, je vous réfère, c'est des cas de désespérés. Et quand, à la fin, la personne, et je vous dis, c'est pas tout le monde qui revient, mais il y a une en passant. Quand la personne revient vers moi pour dire, j'ai pu décider là, on a pu faire, j'ai pu truc. Et puis, ils te disent merci parce que tu as créé le lien. Merci parce que tu m'as donné le contact. Puis on dit, ah, oui. On sent qu'on fait la différence. Et puis, je comprends tellement ce que tu dis parce que chaque jour, on voit l'immigration fait mal. C'est douloureux. C'est des vies. Quand ça capote, c'est une vie qui capote. Et malheureusement, chez nous, en Afrique, derrière une vie, il y a un village. Exact. Donc, je vais rebondir avec ce que tu dis. C'est que ce que j'ai remarqué avec la communauté africaine, là, il y a une question d'adaptabilité, d'adaptation qui n'a pas été faite par beaucoup de personnes. Le Canada, contrairement à l'Afrique, là, toutes les informations que tu recherches, tu vas les avoir. Il faut savoir chercher, ne pas se cantonner avec X m'a dit ça. Allez chercher l'information, allez à l'information. L'information est disponible au Canada, disponible pour tout le monde. Mais nos amis, nos frères et sœurs, lorsqu'ils viennent, soit se cantonnent d'un côté, ne vont pas à la recherche de l'information, ne se rapprochent pas des personnes pour poser des questions, essayer de se rassurer. Et la bonne réponse se trouve sur le site des différentes entités. Tout à l'heure, tu m'as dit la chance. Oui, il y a une chance, mais la chance vient après. Je m'explique. Tu viens au Canada pour étudier. À la limite, tu sais que tu as besoin d'un permis d'études. Quand tu vas au Québec, tu as besoin d'un CAQ. Mais quand toi-même tu attends, il te reste 1 mois pour renouveler tes papiers. Ce n'est pas une question de chance. Tu t'es pas organisé. Moi, le côté chance, c'est que j'ai fait les papiers tels qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont donné, j'ai bien mis. Et puis moi-même, je sais que là, c'est un peu bizarre. Je le sais. Mais ça passe quand même. Cette situation-là, moi, j'ai eu avec ma femme. Ma femme, on devait renouveler son permis de travail. Elle avait fini son diplôme et tout. On est parti à la frontière. À ce temps, on pouvait faire le tour du poteau. Et on est parti légalement. Je dis à ma femme, légalement, on ne devait pas renouveler son papier. Légalement, là, on ne devait même pas. Mais la chance, on est tombé sur un agent qui ne connaissait rien. Et comme tu me dis, je suis un beau parleur, j'aime parler. Donc, j'ai parlé, j'ai tellement embrouillé le monsieur que pour se débarrasser de nous, il nous a donné un permis de travail 3 ans. Normalement, 1, c'est 1 an. 2, on n'avait même pas le droit. Il nous a donné. J'ai dit à ma femme, prends en savoir. Ma femme dit, j'ai oublié. Elle dit, tu n'as rien oublié. Ce que tu as oublié là, ils n'ont qu'à vendre s'ils veulent. On est quitté devant eux, on est parti. Ça, j'appelle ça de la chance. Parce qu'on a mis conscience, on a pris une chance. On s'est dit, OK, on va essayer quand même. On est parti. On avait tous les papiers. On avait tout ce qu'il fallait. Mais selon la loi, on devait envoyer un autre document, on devait fournir. On ne pouvait pas l'avoir, ce document-là. Mais on n'a pas fourni. Donc, arrivé là-bas, quand l'agent posait des questions, moi, au lieu de répondre oui ou non, j'extrapolais, j'expliquais. Il était fatigué de m'entendre parler. Et là, on est parti. Ça, c'est de la chance. Mais ça part d'une bonne préparation. Ça part d'avoir les documents qu'il faut. N'attends pas que ton statut est périmé, est fini.
au moment de renouveler ton statut, c'est là que tu vas commencer à courir. Déjà, eux-mêmes sont lents, c'est long. Et tu peux tomber sur des agents incompétents, comme dans toute entreprise. Comme tu peux tomber sur des agents compétents. J'explique souvent, j'ai fait une demande de permis pour une famille complète, 4 personnes, permis de travail fermé. Le père, la mère, les 2 enfants. Donc, permis de travail fermé pour le père, la mère, permis de travail ouvert, les 2 enfants. 2 enfants, il y avait un enfant de 7 ans, l'autre de 3 mois. Le père, c'était accepté, la mère, c'était accepté, l'enfant de 7 ans, c'était accepté. 3 mois, c'est refusé. Cause du refus, nous ne sommes pas convaincus que vous allez retourner dans votre pays d'origine après votre présence. C'est illogique. Cette cause-là, franchement. Tu vois, donc j'ai refait la demande. Ça n'a même pas pris 2 mois. Ils ont donné le visa de l'enfant. Parce que lorsqu'on fait une demande de famille, ce n'est pas un seul agent qui traite. Si vous êtes 4, ça peut aller chez 4 agents différents. Comme ça peut aller chez un même agent. Donc ça, c'est le facteur chance dont tu parles. Ça, c'est le facteur chance. Mais pour que la chance se manifeste, il faut que toi-même, de ton côté aussi, tu as mis toutes les chances. Bon, je ne vais pas entrer dans l'immigration. Oui, mais oui, on ne va pas rentrer trop dans l'immigration, mais tu as dit quelque chose que moi je sais c'est quoi, mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas c'est quoi. C'est quoi le tour du poteau? Le tour du poteau, bon, autant jadis, c'est que quand tu renouvelles tes papiers pour changer de statut ou pour renouveler ton même statut, tu dois quitter le Canada et rentrer à nouveau. Donc, pour quitter le Canada, au lieu d'aller prendre l'avion, vu qu'on a une seule frontière, c'est les États-Unis, mais tu ne veux pas aller aux États-Unis non plus. Donc, ça s'appelle le tour du poteau parce que tu vas aux États-Unis physiquement, mais tu t'arrêtes juste à la frontière américaine, on te donne refus et tu reviens au Canada. Donc, on appelle ça le tour du poteau. Entre parenthèses, même là encore, tu vois, quand tu vas faire le tour du poteau, on te donne un refus, c'est quand même un refus. Donc, quand tu vas renouveler tes papiers par la suite, quand on te demande est-ce que tu as été refusé aux États-Unis, il faut marquer oui. Et beaucoup se disent non, j'ai juste fait le tour du poteau, je ne suis pas allé physiquement, donc j'ai jamais eu de refus. Alors que c'est un refus. Donc, il y a des petits détails aussi comme ça qu'il faut prendre en considération. Ton micro est fermé. Hey, tu m'entends? Oui. Si tu devais refaire ton parcours, c'est quoi que tu allais faire différemment quand tu prends du recul? Avec cette immigration. Hein. Oui, avec cette immigration. C'est sûr qu'avec du recul, déjà, je n'allais pas boire plus conduire. Ça m'a donné une très bonne leçon. Ça, c'est vraiment déjà ça à la base. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Pas grand-chose concrètement. Peut-être, disons que m'entourer d'autres personnes dans d'autres domaines. Disons par exemple le marketing, essayer de déléguer à des personnes confiantes et puis m'établir dans d'autres pays. Ça, c'est mon gros problème, c'est que j'ai la difficulté à déléguer quand je n'ai pas une confiance absolue. Parce que, un, c'est la vie des gens, et deux, il y a tellement d'arnaques, tellement d'argent qui tourne dedans que moi, c'est mon nom qui parle, c'est ma réputation. Donc, c'est quelque chose que je tiens vraiment, vraiment à ce niveau-là. Mais est-ce que je peux faire quelque chose du... Non, je ne dirais pas, non. On va dire que tout ce que tu as traversé t'ont servi comme enseignement. Donc, il fallait que tu passes par là pour arriver où tu es. Quel conseil que tu peux donner à un jeune? Ben, moi, comme toi, tu as beaucoup de codes là, donc je vais segmenter. Donc, on va commencer par quel conseil tu peux donner à un jeune qui est en Côte d'Ivoire, qui veut venir au Canada comme en tant qu'étudiant étranger. C'est quel conseil que tu peux donner à un jeune en Côte d'Ivoire? Ben, quand je dis en Côte d'Ivoire, ben, je veux dire un jeune qui n'est pas au Canada, hors du Canada. Ouais. Premier conseil, c'est d'aller voir les personnes compétentes et faire une consultation. Parce que je peux avoir l'idée de venir étudier. Mais étudier en quoi? Est-ce que je viens au cégep? Est-ce que je viens à l'université? Est-ce que je viens dans une école professionnelle? Je veux étudier, certes, mais en quoi? Ensuite, c'est de comprendre que étudier au Canada, il y a des coûts qui sont associés à cela. En général, quand tu es issu d'un pays, tu ne te rends pas compte que les étrangers qui sont dans ton pays, là, ils payent des frais. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les gens qui viennent du Gabon, du Cameroun pour étudier à l'université d'Abidjan, ils payent des frais aussi comme étudiants étrangers. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on n'est pas conscient de cela. Donc, quelqu'un qui veut venir étudier au Canada, je dis toujours, on fait une consultation. Je comprends que c'est ton idée. Je comprends que c'est ce que tu veux faire. Par contre, asseyons-nous et regardons ensemble. Un, est-ce que le niveau que tu
tu es capable de venir faire le même niveau ici. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont maîtrises en Côte d'Ivoire, arrivées ici, ils ne peuvent même pas faire une session de maîtrise ici. Parce que le système académique est différent, complètement différent. Anecdote, encore une fois, quand on parle des étudiants, j'étais à l'INPHB, on avait cours de 8h à 17h du lundi au vendredi. Donc, on est paramétré pour ça. J'arrive au Canada, j'ai 5 cours. Les 5 cours, j'ai un cours par jour, un cours dure 3 heures. Le reste de la journée, je fais quoi? Voilà ma première question que je me suis posée. Tu arrives dans un pays, tu comprends quelque chose. Lundi, j'ai 3 cours macroéconomie, de 8h à 11h. Je finis, j'ai plus cours jusqu'à le lendemain. Qu'est-ce que je fais? J'ai compris que la méthode, la manière d'étudier au Canada est différente d'Abidjan. Au Canada, les 3 heures là, le professeur vient répondre à vos questions. Il ne vient pas donner cours. Il nous a déjà donné des lectures à faire, des exercices à faire. Donc, quand on venait, moi, je comprenais pas, j'arrive en classe, le professeur parle, pour moi, c'est du chinois. Alors que c'était les lectures qu'il fallait faire en amont. Il venait répondre. Donc, tout ça, j'explique à la personne qui veut venir étudier. Mais cette manière de faire, c'est à l'université. Au cégep, ce n'est pas la même manière. À l'école professionnelle, ce n'est pas la même manière. Donc, quelqu'un qui veut venir étudier, c'est consultation. Tu veux venir étudier en quoi? En économie, ébénisterie, en soudure, en quoi tu veux étudier? En fonction de ça, voici les écoles. Non, ça ne s'arrête pas là. Tu ne vas pas venir étudier et retourner en Côte d'Ivoire. Je pense que l'objectif, c'est de rester. OK, on va aller chercher une formation qui te permet de rester par après. Un permis de travail post-diplôme ou une formation qui te permet d'avoir la résidence permanente. Donc, c'est un tout qu'on regarde. Est-ce que c'est bénéfique d'aller au Québec avec toutes les lois du Québec qui changent? Est-ce que c'est bénéfique d'aller au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard? Donc, la consultation sert à cela. Et le tout va revenir à ta même idée de venir étudier. Sauf que cette fois-ci, tu seras bien armé pour étudier. Je parle de ça, ça me rappelle encore un Ivoirien qui m'a appelé. Il a eu son admission dans une école, c'est marqué École Bonaventure. Dans sa tête à lui, l'école Bonaventure, c'est à Montréal. Alors que l'école se trouve derrière Québec, c'est des coins perdus. Pour aller là-bas, pour avoir l'autobus, même tu as loupé, tu es un homme mort. C'est parce que tu as beaucoup d'Africains là-bas. Mais quelqu'un comme ça, un, tu ne sais pas où tu vas. Deux, arriver là-bas, ton intégration sera compliquée. Tes études même vont être touchées, c'est sûr à 100%. Donc, il y a vraiment une prise en charge à faire en amont. Avant d'aller. Donc, quelqu'un qui veut étudier là, le seul conseil, je sais que j'ai parlé beaucoup, mais c'est consultation. Il y a tellement d'informations à prendre pour les étudiants qui font une consultation d'avant. Donc, on va tellement mettre de l'argent dedans que toi, tu conseilles que faut investir un peu avant d'investir le beaucoup que tu veux investir parce qu'on va mettre de l'argent et du temps. Donc, exactement. Ça, c'est pour le conseil pour quelqu'un. Maintenant, le conseil pour l'étudiant qui est ici. Et puis, avec changement de règles, là, il se retrouve entre deux chaises. Il est perdu. Parce que moi, j'ai des cas des étudiants qui ont compté sur X, Y. Quand ils sont arrivés, par exemple, le soutien au pays ne peut plus répondre. On est ici, travaille souvent pour avoir des emplois étudiants. C'est difficile. Et ils se retrouvent perdus. Donc, conseil, par exemple, que tu peux donner à un étudiant étranger qui est arrivé ici et qui ne peut plus payer ses études. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est très courant et je comprends. Premièrement, tu sais que tu ne seras plus capable de payer tes études. Le gouvernement du Canada a déjà prévu ça aussi. C'est ce que j'explique dans l'une de nos vidéos avec le grand frère Silla. Personne démunie. Personne démunie, le titre est gros, mais ça englobe plusieurs choses. Donc, tu sais déjà que tu ne seras pas capable, par exemple, de payer cette session ou toute l'année, par exemple, parce que ton garant financier est décédé ou est tombé malade ou t'a abandonné, peu importe la raison. Mais le programme pour les personnes démunies est fait pour ça. Ce programme, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu demandes au gouvernement du Canada, bonjour monsieur le gouvernement, actuellement là, voici ma situation et j'ai besoin de travailler beaucoup plus pour pouvoir respecter les engagements au niveau de l'école, payer ma nourriture, ainsi de suite. Que là, avec les 24 heures, je ne peux rien faire. Donc, voilà les raisons. Mon garant financier est décédé, mon garant financier ne veut plus m'aider, mon garant financier est tombé, peu importe la raison, tu expliques
avec preuve à l'appui. Parce que celui qui va lire ton dossier, il ne te connaît pas. S'il n'y a pas de preuve pour appuyer tes dires, c'est à sa discrétion. Donc, ce programme, ils vont regarder et il y a plusieurs choix qui peuvent venir. Ils peuvent te dire, OK, continue tes études, mais au lieu de travailler 20 heures ou 24 heures, on t'autorise à travailler 40 heures semaine. Ils peuvent décider de dire, OK, pendant toute l'année qui vient, on va suspendre tes études. Donc, tu ne vas plus à l'école, tu vas juste travailler. Quand tu finis les 1 an, tu reprends tes cours. Donc, ce sera à la discrétion de l'agent en fonction de ta situation pour t'aider. Ensuite, ceux qui sont à l'université, il y a toujours des bourses d'études qui sont là, toujours. Il y a des organismes au sein des universités pour les personnes en situation de handicap ou démunies. Il y a des bourses qui existent dans des associations hors campus. Donc, l'existence des bourses, c'est là. Pourquoi on ne va pas demander? Il y a même le site pour les bourses d'études. Donc, tu peux demander une bourse d'études. Tu peux tout faire pour avoir les notes qu'il faut pour obtenir la bourse d'études. Tu peux demander des bourses à des organismes qui sont là, qui n'attendent que ça. Tu peux approcher même des entreprises pour demander des bourses. Ça se fait. Donc, pour quelqu'un qui est ici, qui est dans cette situation, premièrement, avant que ça s'envenime et que tu ne puisses plus régler la situation, va chercher permis de travail personne démunie. Deuxième exemple, aller chercher des bourses d'études. Troisième, tu peux faire un changement de statut directement. Mais le changement de statut, ça va consister à quoi? Ça va consister, si tu veux travailler, aller chercher du travail, faire un permis de travail fermé, et puis repartir à zéro. Et le dernier que les gens n'aiment pas, malheureusement, avant-dernier que les gens n'aiment pas, je suis un peu mitigé, tu peux aller faire le parrainage, donc trouver un amoureux ou une amoureuse pour faire les papiers, ou tu retournes tranquillement à ton pays d'origine et tu prépares ta venue. Retourner n'est pas synonyme d'échec. J'ai 4 clients qui sont retournés, là ils sont revenus. Ils sont venus pour les études, c'était bizarre, ils n'avaient plus le garant à l'abandonner. Au lieu de rester ici et empirer leur situation, ils sont retournés, je leur ai expliqué, OK, voilà la situation. Ça coûte cher au Canada, tu ne peux pas. Retourne en Côte d'Ivoire, fais une formation de 1 an. Après la formation de 1 an, travaille 1 an dedans. Donc, concrètement, tu as perdu en griffe 2 ans. Mais après les 2 ans, tu fais ta résidence permanente avec Entrée Express, tu reviens. Ça va être accepté parce que, 1, tu es déjà venu au Canada. 2, tu as déjà étudié au Canada, même si tu n'as pas terminé avec les diplômes. 3, tu as un profil pour tu mets toutes les chances de ton côté. Au lieu de rester et puis avoir des mesures d'expulsion, tu viens de créer des problèmes inutiles. Donc, voilà un peu, grosso modo, les différents conseils que je peux donner. Merci. Dernier cas de conseil, quelqu'un qui est travailleur temporaire et puis il est venu ici, on lui a promis beaucoup de choses, il arrive des bandades, des bacs, il se rend compte que peut-être qu'il n'est pas dans une catégorie faire qui permettrait par exemple de faire venir sa famille ou il se rend compte qu'il est dans une catégorie qui permettrait pas d'avoir la résidence. C'est quel conseil par exemple tu peux donner à ce détenteur de permis fermé là qui pour lui semble tout fermé? D'accord. Premièrement, c'est que la personne avec le permis fermé, avant de venir, est supposée savoir si sa famille peut le suivre ou pas. Est supposée. Parce que ça dépend de l'agent d'immigration qui a traité ou de la personne qui a traité. Donc, il est supposé savoir qu'avec ce type d'emploi, sa famille peut venir ou ne peut pas venir. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, avec le permis de travail fermé, si tu sais que ta famille ne peut pas venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir déjà d'avance soit ta résidence permanente, soit ton retour dans ton pays. Tu veux rester ici pour la résidence permanente, c'est sûr qu'il y aura des sacrifices à faire. Je m'explique. Tu viens comme préposé à l'entretien ménager, par exemple. Donc, entretien ménager, c'est sûr à 1000% que ta famille ne peut pas te suivre. C'est sûr. Entretien ménager, la résidence permanente, c'est quasiment impossible. Je dis quasiment parce qu'il y a des procédures qu'on peut suivre pour la résidence permanente. Sachant cela, tu sais que tu peux même travailler fermé pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Tu ne peux pas faire venir ta famille, tu ne peux pas faire la résidence permanente. Mais pendant que tu es là sur place, c'est quoi ton background? C'est quoi ce que tu as comme antécédent? En fonction de ça, tu peux te réorienter. Souvent, les gens viennent entretien ménager
Mais il y a des petites formations de moins de 6 mois qui se font en ligne, qui te permettent d'améliorer ton CV, qui te permettent d'améliorer ton profil. Tu fais entretien ménager, oui, tu travailles 8 heures par jour, mais ce n'est pas 24 heures par jour. C'est 8 heures. Tu peux faire une formation, je donne un exemple banal, une formation à côté de chauffeur de grenier. Ça dure 6 mois. Ou même chauffeur de chariot élévateur. Tu as cette formation-là, tu as cette aptitude-là, tu cherches un autre emploi. Ça, c'est une des solutions. L'autre solution, pendant que tu es là, tu peux chercher un autre emploi en parallèle, essayer de convaincre un autre employeur, et puis tu fais un changement d'employeur. N'oubliez pas que vous êtes des numéros pour une entreprise. Vous êtes des numéros. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises là. Il y a des entreprises où j'ai travaillé, on me prenait vraiment comme leur fils et tout. Mais quand je suis parti, ils m'ont appelé juste 2 fois, c'est fini, aujourd'hui on ne sait plus parler. On reste un numéro. Sur le coup, quand tu travailles, c'est la famille, c'est tout, c'est bien beau, c'est joli. Mais par la suite, il faut comprendre, ce n'est pas négatif. L'entreprise a besoin d'évoluer. Ce n'est pas du sentiment. Toi aussi, on ne te paye pas gratuitement. Il y a un travail que tu fournis. Donc, quand tu viens pour les travailleurs, ça ne permet pas, reste à l'écoute des nouveaux programmes d'immigration qui sortent, qui modifient. Vois si tu rentres dedans et adapte-toi. Comme par exemple, là, le programme qui a commencé en juillet, le 1er juillet, le PSTQ, programme de sélection des travailleurs qualifiés. Le programme, là, il y a 2 volets. Il y a 4 volets au total, mais les 2 derniers volets, 3 et 4, ça revient au volet 1 et 2. La majorité des gens que je connaisse rentrent dans le volet 2. Mais le volet 2, c'est quoi? En grosso modo, on dit, sur les 5 dernières années, là, il faut que tu aies travaillé minimum 24 mois dans un domaine. Et le volet 2, là, je parle de catégorie 3, 4, 5. Donc, préposé entretien ménager, préposé chez McDo, les gens qui disent je ne peux pas avoir la résidence permanente, là, voilà. C'est des choses qui s'adressent. Premièrement, on dit sur les 5 dernières années, il faut que tu aies travaillé 24 mois, donc 2 ans. Et sur les 2 ans, là, il faut que tu aies travaillé au moins 12 mois au Québec. Donc, ceux qui sont venus, nos frères sont venus nombreux avec permis de travail fermé 3 ans depuis 2021, 2022, là. Ils sont tous éligibles. Ils sont tous éligibles. Mais tu vas vérifier, beaucoup ne vont pas déposer leur dossier. On dit juste de déposer déclaration d'intérêt. Les conditions à respecter là. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il y a un nouveau programme qui est truc. Voilà où je vais en venir. Quand tu as une station temporaire, reste à l'écoute des programmes. Moi, j'ai beaucoup de clients, souvent même j'ai des programmes qui me passent au travers. C'est le client qui m'appelle. Ah, monsieur Dodé, on m'a dit ceci. Je dis, ok, je vais vérifier. Je maîtrise le programme, je le rappelle. Ah, monsieur X, j'ai bien vu le programme. Voilà, voilà. Oui, vous rentrez dedans ou non, vous ne rentrez pas dedans. Mais ils sont à l'écoute, ils sont à l'affût. Donc, il y a un changement. Ah, monsieur Dodé, j'ai entendu ça. Monsieur Dodé, sur TikTok, on dit ça. Je vais vérifier, j'envoie la bonne réponse aux gens. Donc, voilà les différents conseils. Restez vraiment à l'écoute d'un nouveau programme. Vous pouvez être éligible sans vous en rendre compte. Si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Je ne jamais quitter l'immigration. En tout cas, ce que j'aime dire aux gens, c'est que immigration égale programme. Immigration égale business. Il y a des programmes même que je vais dire invisibles. Il y a des programmes, c'est quand tu t'intéresses à l'immigration que tu découvres. Donc, soyons curieux. Et puis, comme Alexandre l'a dit, ben, consultons les professionnels. Parce que c'est ça aussi. Oui, on publie nos requêtes, nos demandes, souvent sur le groupe Ivoirien du Canada. Vous voyez, par exemple, sur le groupe Ivoirien du Canada, quand ça me dépasse là, ce sont les Alexandre là, ils viennent taguer. Ou bien ils m'en vont donner une boîte pour aller les fatiguer. Mais souvent. Je vais revenir avec ce que tu dis. Sur le groupe, par exemple, l'Ivoirien Canada, les gens viennent pour parler, ils posent des questions, mais ils ne donnent pas toutes les informations. Ça devient difficile de donner un conseil. Ils vont donner une brique d'informations, mais tu le conseilles comment? Je n'ai pas tout le tableau. La dernière fois, il y a une qui a mis une photo pour dire j'essaie de faire, mais ça ne passe pas. Les gens commencent à écrire, mais il manque ci, il manque ça. On ne peut pas te donner un conseil parce qu'on n'a pas toute l'information. Aussi simple que ça. C'est ça. Donc, il faut consulter. Là, on va aller dans tes projets parce que là, je sais que tu as un bureau à Abidjan, tu as un autre bureau ici au Canada. Oui. À court, moyen, long terme, bon, peut-être qu'on va pas aller à très, très long terme, là. Quels sont tes projets et tes défis avec cette immigration?
Oh, ouais, déjà, mes projets et défis en même temps ils viennent ensemble. C'est de m'agrandir déjà, un peu, disons, dans la sous-région, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont la mauvaise information. Donc, ne serait-ce même Abidjan avoir déjà un bureau, disons, au centre, comme Yamoussoukro ou Boaké, ou même San Pedro, où il y a des personnes qui ont le potentiel pour venir au Canada. Donc, c'est déjà ma première mission, là, mon rêve réellement, là, c'est vraiment de m'étendre en Côte d'Ivoire. J'adore mon pays. C'est vraiment m'étendre en Côte d'Ivoire et après, dans la sous-région. Ça, c'est vraiment, avec cette immigration, mon projet à court, moyen et long terme. Et comme je dis, on parle d'immigration, mais je suis aussi conseiller en finance. Pourquoi je le fais? Ce sont les deux choses qui touchent tous les immigrants, les finances et l'immigration. Parce que l'éducation financière ici au Canada, depuis les gens, depuis son petit là, on est habitué à ça. Ici, dès que tu as 15 ans, tu as un compte bancaire, il y a un conseiller qui t'accompagne. En Afrique, tant que tu n'es pas boss ou bien tu ne travailles pas avec compte bancaire, tu n'as pas de conseiller. Ce qui fait que quand nos frères arrivent, ils ne vont jamais consulter leur conseiller. Ils sont étonnés d'avoir un conseiller à la banque, mais ils sont là pour ça. Ils sont payés pour ça. C'est d'aller les voir pour les accompagner. Et comme je sais que beaucoup ne vont pas, c'est la raison pour laquelle j'ai concilié les deux. Et j'ai des clients, tant qu'à discuter avec eux, mais ce sont des questions en matière de finances. Épargner, c'est quoi? Beaucoup, par exemple, les assurances. Beaucoup d'Ivoiriens, quand tu leur dis, prends une assurance maison, ah non, j'en ai pas besoin. Mais ce qui ça va, l'assurance maison, c'est pas seulement toi que tu protèges. Si ton voisin met le feu, mais tes affaires sont protégées. C'est pas parce que toi, tu n'es pas à risque, mais ton voisin peut faire un problème. Et l'assurance habitation, par exemple, moi, je vais chez toi, Nelly, je fais un dégât. Mais je suis couvert responsabilité civile avec mon assurance. Donc, il y a tellement de petites choses. Et dans ce domaine-là, on a notre frère Eli Yak, qui est beaucoup mieux que moi dans ce domaine-là, qui connaît, qui maîtrise bien ce domaine-là. Donc, moi, quand j'ai des questions, je vois les gens aller voir Eli. C'est son domaine. Par contre, tu viens en immigration, c'est mon domaine. Mais j'ai voulu quand même ajouter cet acte-là pour accompagner nos frères et sœurs qui viennent là, en immigration. Oui. Ton micro. Je regardais les commentaires pour voir si j'ai une question. J'ai une question avant de continuer. Oui. Salut, j'ai une question, s'il vous plaît. Je suis étudiant en 4e session d'inhalothérapie et préposé aux bénéficiaires d'un Suisse au Québec. Est-ce que je suis éligible au programme de... Ben, mon frère, mon frère, c'est ce qu'il a dit là-haut. C'est ce qu'il a dit là. On ne peut pas répondre, malheureusement. C'est ce qu'il a dit. Il manque beaucoup d'informations. Voilà, il manque beaucoup d'informations et malheureusement, tu ne peux pas donner toutes tes informations sur Internet. Donc, on ne peut pas répondre. C'est que je vais dire, voilà le numéro WhatsApp, contacte cette immigration. Moi, la majorité du temps, ou bien, si tu ne veux pas contacter, oh, mon écran, c'est fermé. C'est figé, oui, oui. Oups. Est-ce que vous me voyez? Parce que ça a été noir. Mais est-ce que vous m'entendez? OK. Donc, même si vous ne me voyez pas que vous m'entendez, c'est correct. Donc, ce que je disais, c'est que si tu peux pas, tu penses ne pas avoir les moyens d'aller voir un consultant, ben, il faut taper programme immigration du 1er juillet au fédéral et puis tu le lis. Parce qu'on ne peut pas répondre malheureusement si est-ce que tu rentres ou tu rentres pas. Parce que bon, si le fait, la base de ta question, s'il te dit tu rentres et qu'en fin de compte tu rentres pas, c'est comme si on t'a blagué. S'il te dit tu rentres pas et en fin de compte tu rentres, on t'a blagué aussi parce qu'il n'a pas tous les paramètres. Donc, c'est mieux de le contacter. Son WhatsApp 819-919-4544 et puis prendre une consultation. Bon, vous voulez voir mon visage, mais mon visage a disparu, mon écran s'est figé et puis je ne me vois plus, mais c'est pas grave. On m'entend toujours. On va continuer comme ça. Comment on peut faire pour collaborer avec toi ou pour te soutenir ou en tout cas, comment on peut faire? Bon, déjà, pour collaborer, j'ai plusieurs personnes avec qui je collabore dans le sens où je peux aider comme je peux. Donc, tout ce qui touche
tout ce qui touche au niveau de la communauté africaine en général et ivoirienne. Continue de parler, je suis en train de juste voir si... Il n'y a pas de souci. Dans tout ce qui touche la communauté africaine en général et ivoirienne en particulier, je collabore comme je peux avec du monde. Donc, il y a des personnes avec qui elles sont spécialisées, par exemple, dans le recrutement, puisque moi, je ne suis pas spécialisé dans le recrutement. Je suis au niveau de l'immigration. Donc, ceux qui sont dans le recrutement, souvent, je collabore avec ces personnes-là, je donne des formations, j'explique aux employeurs, ils m'envoient des dossiers aussi que je traite et on a des commissions l'un ou l'autre. Il y a des personnes qui vont chercher des clients, par exemple en Côte d'Ivoire, dans les écoles, qui vont voir les parents, les enfants qui veulent étudier au Canada. On met en relation avec ces personnes dans un certain pourcentage en fonction des tarifs qui ont été donnés. Donc, je collabore en fonction des projets et puis on discute ensemble, on essaie de voir comment je peux vous aider. Et puis, dans ce sens-là, je collabore vraiment avec tout le monde. Et comme je disais à la tant que je peux intervenir ou aider le monde, je le fais. J'ai même dit, lorsqu'ils viennent de Ivoirien Canada, je ferai 15 minutes gratuitement. Regarde le dossier. Si, en général, là, en 15 minutes, on est capable de régler le problème. Si en 15 minutes, on n'est pas capable de régler, il te faut une consultation complète à ce moment-là. Donc, à ce moment, on va regarder pour une consultation complète pour aider. La collaboration, ça dépend des projets. On vient, on discute et puis on trouve toujours une solution. Ceux qui veulent m'aider, mais c'est de m'apporter des clients. C'est grâce à ça que je vis. Et puis, par exemple, il y a des petites associations dans les petites villes autour de Sherbrooke. Je dis, vous pouvez vous retrouver entre Ivoiriens ou entre Africains. Et puis, OK, on a des questions sur l'immigration. Est-ce que tu peux venir intervenir un dimanche après-midi? Je viens, c'est gratuit. Parce que ce n'est pas des consultations individuelles. Vous êtes 4, vous êtes 5, on s'assoit, on fait. Tout ce que je peux demander peut-être, c'est mon carburant. Sinon, je viens pendant 2 heures, 3 heures, on discute. Ça aide la communauté. Donc, j'aime bien aider la communauté, aider les gens qui veulent avancer. C'est ce que je veux manger aussi, payer mon loyer. Mais voilà un peu comment je collabore dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je pense que vous m'entendez en double. Hein? Non, moi, je t'entends bien. OK. Donc, à part tes contacts, comment on peut faire pour te contacter, à part le WhatsApp, là, ou bien comment on peut faire te contacter? Bien sûr, il y a le WhatsApp qui passe là. Il y a aussi notre page Facebook. Donc, cette immigration, comme c'est mentionné avec mon logo, cette immigration, service conseil en immigration. Donc, sur ma page, si vous envoyez les messages WhatsApp, Messenger, c'est rare que je réponde. Mais vous pouvez vous abonner à la page juste pour avoir l'information juste au bon moment, les différents programmes d'immigration. Et vous pouvez commenter. Si vous avez besoin que je discute avec vous, mettez un commentaire. Je regarde plus les commentaires rapidement que Messenger parce que souvent, ça se mélange avec mon Messenger personnel et puis c'est compliqué de gérer les deux. Je suis en train de travailler pour avoir quelqu'un community manager pour s'en occuper. Mais c'est de l'argent encore qui sort. Il faut planifier tout cela aussi. Et j'ai des groupes WhatsApp. On a des petits groupes WhatsApp où je donne des formations. À ce moment, ce sera le numéro de mon collaborateur à Abidjan. C'est lui qui s'occupe de ces groupes WhatsApp. On fait des petites formations où j'explique des vidéoconférences. Comme je dis, maintenant, j'ai un bureau à Abidjan. On fait des vidéoconférences, des formations que je donne aux personnes qui sont dans ma clientèle à Abidjan aussi. Est-ce que cette immigration fait juste le processus d'envoyer les gens et puis les gens se débrouillent, ou il accompagne les clients, je sais pas comme si si tu me comprends où je veux en venir là, parce que je sais qu'il y a certains cabinets d'immigration, si tu as eu ta résidence, c'est fini. Quand tu arrives au Canada, tu te débrouilles. Est-ce que cette immigration donne des services au-delà des papiers? Cette immigration, nous, on s'adapte à notre clientèle. Je m'explique. Déjà, en matière d'immigration en tant que telle, il y a 2 types de services qu'on offre. Il y a le service d'accompagnement, lui, qui coûte moins cher. Ce service, qu'est-ce que c'est? C'est que on prend la rencontre, je vous explique comment faire vos démarches, vos papiers de A à Z, comme si c'était moi-même qui l'avais fait. La différence, c'est juste toi qui le fais. Pourquoi
chez moi, par exemple, cette immigration, pourquoi souvent les gens disent mais le service coûte cher? C'est juste la portion paparazzi, moi j'appelle là, qui fait que ça coûte cher, parce qu'on met du temps. Dans mon travail, là, personnellement, moi, j'adore expliquer comment on le fait là, parler, expliquer, montrer ça là, j'adore, je peux le faire toute une journée. La partie de mon travail qui m'énerve, c'est juste aller remplir des informations. C'est ça qui fait que souvent ça coûte cher, parce qu'il faut que je mette ton nom, ton prénom, ta date de naissance, où tu es né, où tu es parti. Des informations que toi-même tu peux faire. Donc, ce service-là, il coûte moins cher. Et on a le service où nous, on fait tout pour toi. De A à Z. Tout ce que tu fais, tu envoies les documents qu'on te demande, tu dors. Ça va coûter un peu plus cher. Maintenant, pour l'accompagnement dont tu parles, ça va dépendre. J'ai des clients où les parents envoient leur enfant, ils disent, OK, est-ce que tu peux aller chercher à l'aéroport, chercher un logement? On le fait. Il y a des frais supplémentaires. Ce n'est pas gratuit non plus. Il y a des frais supplémentaires et on le fait. Il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Par exemple, quand j'ai quelqu'un que j'envoie en Alberta, je lui dis clairement, l'Alberta, je ne peux pas t'accueillir à l'aéroport. Par contre, voilà ce que je peux faire pour toi. Voici les sites où tu peux trouver un appartement. Voici les services d'aide aux néo-canadiens ou le service d'aide aux immigrants proches de où tu vas. Voici où se situe ton école. Voici comment on prend l'autobus. Je t'explique, je te montre pour que tu sois indépendant. Ça, on le fait aussi. On fait aussi le monde qui vient, par exemple, la résidence permanente, soit au Québec ou en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, parce que ça, c'est les endroits que je maîtrise. C'est la même chose. Avant de venir, on va chercher un appartement ensemble. On va visiter les visites virtuelles. On pourra faire des visites virtuelles, regarder s'il y a des garants à donner. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on s'est porté garant pour nos clients, parce qu'ils viennent d'arriver, on ne les connaît pas ici, ils n'ont pas d'historique. Donc, je me suis déjà porté garant pour des clients et on les aide dans ce sens, aller chercher à l'aéroport, installer, chercher. Donc, on fait les deux services. C'est sûr que plus tu veux des services, plus il y a des coûts rattachés à celui-là. Donc, on s'adapte vraiment du cas par cas. Une question dans le commentaire. Avec tout ce qui se passe avec les étudiants, diriez-vous à un étudiant d'attendre où il peut immigrer maintenant? Premièrement, je vais lui dire d'abord de faire la consultation. Est-ce qu'il peut immigrer maintenant? Oui, si son dossier est solide. Actuellement, l'immigration est de plus en plus, je dirais, compliquée à cause de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons fait que maintenant, ils mettent beaucoup de barrières, beaucoup de choses pour limiter. Mais ils n'empêchent pas les gens de venir. C'est une question de préparation en amont. Donner les documents qu'il faut. Là, actuellement, le plus gros problème, c'est les garanties. Les garanties financières, là, c'est le plus gros problème parce que beaucoup viennent, soit vont faire démunis ou demandent l'asile. Et je ne sais pas si tu es au courant, il y a un projet de loi qui dit maintenant tous ceux qui sont là depuis 1 an ou 2 qui demandent l'asile, ça va être refusé. Pourquoi il dit ça? Parce que quand tu es venu comme étudiant, tu as démontré les capacités financières et en cours de route, tu ne peux plus payer. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Hein. Ton garant peut être décédé, ton garant peut perdre son emploi. Il y a toutes des exceptions. Pour ces exceptions-là, il y a aussi des programmes exceptionnels pour accompagner. Donc, quelqu'un qui veut venir aujourd'hui comme étudiant, mon premier réflexe, consultation initiale. Il faut faire, que ce soit avec moi, que ce soit avec un autre consultant, faites une consultation, allez discuter, mettre le projet sur papier et voir la viabilité à long terme. Une question qui vient souvent, oh, j'ai une bourse d'études et puis on me refuse les ressources financières. Le Canada, leur tête là, bourse d'études, ce n'est pas pour toi. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc, les points financiers, il faut être capable de démontrer que tu peux payer tes études sans la bourse scolaire. Non, la bourse, c'est un additif. Donc, il y a des petits pièges comme ça qu'il faut prendre en considération. Mais pour répondre simplement à la question, quelqu'un veut venir maintenant, je vais lui dire oui, mais consultation, on met le projet, on vérifie la viabilité avant de se lancer. On est en train de tirer vers la fin. En immigration, là, on peut faire 5 heures de live. On peut parler de ça. Tellement, il y a tellement d'embranchements, il y a tellement de programmes. En tout cas, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, l'immigration. Et puis, j'encourage tout le monde à aller lire un peu pour voir comment c'est intéressant. Cette immigration, pas septime, mais cette immigration, je parle à la personne morale. Oui. C'est quelle question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posé? Ouais, je pense que j'ai déjà répondu même aux différentes questions. J'ai vraiment pas de questions que j'aurais voulu. Parce que j'ai vraiment tout. J'ai une question que je pose aux gens et que je ne t'ai pas posée parce qu'on était rentré dans le truc là. Selon toi,
qu'est-ce qui manque à la diaspora ivoirienne au Canada pour mieux se structurer, selon toi? Selon moi, déjà, la structuration, elle est bonne, mais c'est mon point de vue personnel. Vraiment, oui, mais j'ai dit selon toi. Hein? Voilà. Il manque ce côté que justement qu'on apporte avec Ebioni, le côté inclusion avec des bons projets et non le côté festif. J'ai vu beaucoup d'associations, lorsqu'on parle de festif, de communion pour danser, manger, s'amuser, on est nombreux. Une fois qu'on commence à parler, par exemple, d'intégration, on va parler de finances, on va parler, il y a moins de gens qui sont impliqués. Donc, mon point de vue, il faut déjà commencer à voir beaucoup plus large. Je compare avec les communautés, disons, afghanes ou libanaises. On a beaucoup insulté en griffe, hein, les Libanais en Afrique, mais leur solidarité, c'est dans tous les pays où ils se trouvent. Ils peuvent ne pas s'aimer entre eux, mais une fois qu'il s'agit de la communauté, ils sont solidaires. Donc, c'est cette solidarité-là. J'ai beaucoup de personnes que je connais, des Ivoiriens. Avant de venir voir son frère ivoirien pour le même service, ils vont le voir ailleurs d'abord. Avant de venir, mais comment vous voulez qu'on s'entretienne, qu'on puisse travailler ensemble? Ensuite, tu vas venir voir Larissa, par exemple. Larissa dit son prix, c'est X $. Tu vas vouloir négocier pour diminuer. Il faut savoir que Larissa, avant de donner ce prix-là, elle a réfléchi. C'est pas sorti du jour au lendemain pour dire je fixe ce prix-là. Il y a beaucoup de choses. On peut trouver que ça coûte cher. C'est normal. Ça coûte cher, tu n'es pas capable de prendre le service de Larissa, va pour le service d'ailleurs. Mais tu es capable de prendre le service de Larissa au prix que Larissa t'a donné, mais tu vas vouloir négocier. Quand Larissa va refuser, tu vas dire non, elle n'aime pas aider son camarade. Non, ce n'est pas ça. Et ça, je l'ai compris quand je suis devenu entrepreneur. Avant d'être entrepreneur, là, j'étais comme tout le monde. Hein. J'aime bien négocier le prix, discuter. Mais je suis devenu entrepreneur, j'ai compris l'envers de la médaille. Plein de choses en arrière que les gens ne voient pas. Quelqu'un qui ouvre son épicerie, il te dit la boîte de tomates, c'est à 10 $. Il dit, ah, c'est cher. Super C, c'est à 8 $. Mais Super C, c'est une chaîne. Donc, si tu ne peux pas payer à 10 $ chez Larissa, va payer à Super C, ce n'est pas grave. Ça ne dérange en rien. Mais à prix égal, je préfère le payer chez Larissa. À prix égal, je préfère soutenir mon frère. À prix égal, je préfère aller faire affaire avec mon frère. Et ça, c'est ce qui nous manque beaucoup, beaucoup de la communauté ivoirienne. Là. Ta soeur ivoirienne va dire 10 $, une soeur congolaise va dire 10 $. Bon, comme c'est ta soeur ivoirienne, tu peux faire les payer chez la congolaise parce que tu vas donner ton argent à l'ivoirien. Ça, c'est une mentalité qu'il faut abolir, enlever. Et puis, évitons de nous, bon, en termes québécois, de nous bâcher, de casser le sucre sur le dos de nos frères et soeurs. Quelqu'un fait quelque chose que ça ne te plaît pas, n'en parle pas, continue. Ne vais pas discréditer quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne sais pas par quoi elle passe, par où elle passe. Tu vas penser, ah non, cette personne, non, ça ne t'arrange pas, mieux tu dis rien que de discréditer. Donc, c'est vraiment ce côté-là pour la communauté-là, c'est de nous entraider, d'avancer ensemble. Faites confiance à vos frères et sœurs ivoiriennes qui entament des choses. Moi, chaque fois que je vois, par exemple, Fatou, moi, je suis content de voir Fatou. Fatou est multiservice. Mais vous ne savez pas le parcours de Fatou jusqu'ici. Elle offre plein de choses. Oui, parce qu'elle comprend aussi certaines choses. Quand je vois Elie qui parle de finances, moi, je suis content. Je suis très content. Au lieu d'aller voir un financier ou un banquier, là, je pouvais aller voir Elie. Mais nous, les Africains, c'est « Ah, je ne veux pas qu'il sache je gagne combien. Je ne veux pas qu'il sache que je gagne combien. » Mais même s'il sait que tu gagnes des millions, lui, en quoi ça va changer sa vie? Ça va changer quoi? Rien. Et c'est cette mentalité-là que, personnellement, enlevons nos barrières. Tu as un frère africain, ivoirien qui est dans quelque chose. À prix égal, vas-y. Tu n'es pas capable de payer, laisse, va ailleurs. C'est la moindre des choses, ça ne dérange rien. Mais ne va pas dire du n'importe quoi sur cette personne. Ça, malheureusement, j'ai entendu beaucoup chez nous, les Ivoiriens, puisque moi, je traîne avec les Ivoiriens. Ouais, j'ai d'autres communautés, mais je suis toujours resté avec les Ivoiriens. Et puis, j'essaie de l'accompagner comme je peux. Voilà un peu ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, moi, j'adore ce que tu fais. Je vais toujours te soutenir. Merci beaucoup. Mais tu adores ce que je fais. Moi, je fais chaud aussi. Je vois tes shows, mais tu vois la différence entre quelqu'un qui pense qu'on fait que des shows et puis quelqu'un qui mixe. On ne dit pas de faire seulement éducatif. Mix. Tu mixes là, c'est l'idéal. C'est parfait. C'est parfait. Et quand je trouve dans le show là, à force de discuter déjà ici, oh, Septime est dans l'immigration. Elie, il est en finance. L'autre personne, bien selon la dame qui a l'application là, j'ai vu, j'ai écouté. Oui, Reine Atebi.
Voilà. Si je la vois dehors, tu penses que ah oui, c'est Non. pareil. Et puis on discute, Ouais. on change, on essaie de travailler ensemble. Et c'est comme ça on Ouais. peut faire monter et aller réinverser. Moi, mon objectif, là, comme je dis, c'est aller réinverser en Afrique. En Côte d'Ivoire, là, il faut aller réinverser là-bas que de réinverser ici. Ça, là, seulement. Parce que on a beaucoup, beaucoup de perles. Et puis, c'est un des buts de Ebony et Rap. C'est pour montrer qu'on a beaucoup de perles et donner des exemples. Comme je dis aujourd'hui avec toi, je donne l'exemple à ceux qui sont étudiants étrangers pour dire que c'est possible. C'est possible de truc. Il y a quelque chose aussi souvent dans nos communautés, c'est que moi, j'ai déjà entendu ça. Hein. J'ai déjà entendu. Si je te vois pas rouler dans de grosses voitures, si je te vois pas avoir de grandes maisons, ben, ton conseil ne compte pas. Mais c'est pas à cause de te donner conseil que moi, je vais aller m'endetter. Exactement. Et va prendre le conseil de ceux qui vont s'endetter. Donc, ce que tu as dit, c'est tellement juste. À prix égal, sachons aller chez nos frères. À prix qui n'est pas égal, si ta poche souffre, va où ta poche est bien. Voilà. À prix qui n'est pas égal, si ta poche le permet, soutiens ton frère. Souvent, on va donner pouvoir X, mais quand on va voir que c'est nos frères, on ne veut pas donner pouvoir. Or, quand on va ailleurs, on donne pouvoir. Quand on va dans le supermarché, on ne discute pas prix, mais quand on va dans l'épicerie, moi, je suis dedans. Oui. Quand on va dans l'épicerie, on négocie. Mais quand on va au supermarché où c'est écrit le prix là, ou comme tu dis, ils se font des marges, ils ont des profits, ils sont gros. Exact. Mais on les enrichit. Donc, on peut essayer. C'est vrai qu'on va faire le. Moi, je suis quelqu'un qui fait la politique de ma poche. Je ne me cache pas. Parce que franchement, il n'y a pas l'argent et les temps sont durs. Ça coûte cher. C'est ce que tu dis. Quand j'arrive, mais c'est ça. C'est normal. Quand j'arrivais, la brique de jus pour les enfants, le pack de jus là, il était à 9,99. Il est rendu à 16,99. Je fais la politique de ma poche. Quand je venais la peine de lait, elle était à 5 et quelque chose, il est rendu 7 et quelque chose. Je fais la politique de ma poche. Mais comme tu dis, normal. À prix égal, sachant prioriser aussi nos frères pour créer aussi cette économie-là, pour nous rendre aussi forts. Il y a une dernière. Et même si je ne suis pas capable, par exemple, là, je ne suis pas capable de payer le produit de Larissa, mais je peux faire la promotion de Larissa avec ma bouche. Oh oui, c'est ça. Ça coûte rien. Je peux partager, je peux. Voilà, oui. Avant ma dernière question, il y a une question dans le commentaire. J'ai vu une loi qui disait que maintenant, pour avoir le permis de travail, certains programmes d'études. J'ai vu une loi qui disait que maintenant, pour avoir un permis de travail, certains programmes d'études. Quels sont les programmes, s'il te plaît? Je ne sais pas si tu comprends la question. Je comprends très bien la question parce que maintenant, pour avoir un permis de travail post-diplôme, il y a des domaines d'études. Ah, post-diplôme, oui. Il y a des domaines d'études, pas tous les domaines d'études qui permettent d'avoir un permis de travail post-diplôme, même si l'école permet d'avoir un permis de travail post-diplôme, mais ce n'est pas tous les études. Il faut que ces études-là aboutissent à aider la pénurie de main-d'œuvre. Ok. Est-ce que je peux donner la liste? Non, je ne peux pas donner la liste, c'est beaucoup, c'est long. C'est long. Sur Google, la personne peut écrire quoi pour se retrouver? Elle va juste de permis de travail post-diplôme. Ok. Permis de travail post-diplôme, elle aura la liste. Il suffit juste de lire un peu et de suivre. Là, je n'ai pas le nom exact, mais c'est vraiment permis de travail post-diplôme. Et tu as la liste des études qui permettent d'avoir un permis de travail post-diplôme. Même si l'école permet, mais c'est juste que maintenant, ça va être ta formation. La chose la plus simple, hein, tu peux même aller sur le site du canada.ca dans la rubrique école, demande permis d'études là, et EED. Les EED là, ça veut dire directement si ta formation permet d'avoir permis de travail post-diplôme. Aussi simple que ça. Ok, donc aller dans EED, permis de travail, ou bien écrire sur la page de lui envoyer un WhatsApp. WhatsApp, exactement. Voilà, lui envoyer un WhatsApp pour qu'il vous donne le lien de ça pour les permis d'études. Avant de te donner, parce que là, on est arrivé à la fin, j'ai pris 15 minutes si ton temps. On est arrivé à la fin. Il n'y a pas de problème, on peut discuter. Avant de te poser ma dernière question, qui est quelle phrase que tu peux plutôt donner à la communauté ivoirienne africaine au Canada, je vais juste faire un petit mémo de quelques activités dans la communauté, les choses que tu n'aimes pas. Non, c'est pas que je n'aime pas. J'aime ça. Je te taquine, là. Je vais faire un petit mémo de ce qui va se passer. On a la Tsumbi qui va venir dans cette semaine-là. Donc,
le 4, le 5, le 12. En tout cas, il est Montréal, Québec, Cornwall et puis Gatineau. Même si vous partez sur sa page, son bill, vous avez l'affiche. À Québec, c'est le 12 juillet. Je ne peux pas oublier pour Québec parce que je serai là et puis c'est chez moi. Là. Québec, c'est chez nous. Donc, le 12 juillet, on sera en Zouglou. Ça réussit toujours avec Sumbil à Québec. Le 5 juillet, il sera du côté de Montréal avec Fatim Koulibaly. Vous savez, ça réussit toujours. Donc, les tickets sont encore en vente. Et puis, on a Ivo Brunch, un brunch de 11h à 14h à l'Ivoirienne à Québec. Il y aura buffet à volonté, placali gaba, poulet braisé, à loco, $60 seulement. Les enfants de moins de 8 ans ne payent pas. Un buffet à volonté. Il y aura galettes. Les galettes, bouffe loto, beignets, aller-retour, ils ne seront pas à volonté. Et puis, les jus ne seront pas à volonté. Mais placali, riz sauce graine, en tout cas, attiqué poulet braisé, ça sera à volonté de 11h à 14h. Il vaut brunch $60 par personne. Il y a le barbecue au VV qu'on est en train de préparer aussi le 9 août à Montréal. Il y a le salon de l'immobilier le 5 juillet à Montréal aussi, samedi. À Montréal, le salon de l'immobilier. Il y a le gala des préposés aux bénéficiaires ce samedi 5 juillet aussi. Et je dis félicitations à la Marietta pour son gala parce que c'est tellement important d'honorer ceux qui sont là pour les personnes qu'on voit souvent pas ou plus. Donc, c'est honorable de célébrer nos héros du quotidien. Donc, le galapab, galapab.ca pour avoir la billetterie. Donc, Septime Migration, Septime, merci beaucoup. Merci encore de ta présence. Et, quelle est ta dernière phrase, ton dernier conseil pour la communauté immigrante en général au Canada? En général, mon dernier conseil, c'est ensemble, on va loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. C'est vraiment de s'entourer de sa communauté, des personnes. Et puis, on n'est pas tous parfaits. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais ensemble, l'intérêt général qui prime, on s'en sort toujours. Il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui peut te sortir des problèmes inimaginables. Comme il y a des personnes dans l'association qui peuvent donner un sourire inimaginable. Donc, mon mot, c'est vraiment ensemble, on va très, 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 très loin. Et puis, je suis content, on a beaucoup plus d'Ivoiriens que dans le temps, comme je le disais, quand je suis venu. Et puis, c'est parfait. Merci beaucoup à toi pour ton dévouement. Et puis, on va continuer à travailler avec toi comme on peut et puis avancer ensemble. Merci beaucoup. Donc, c'était Ebony et Erab aujourd'hui avec M. Alexandre Dodé, PDG de Steps Immigration Conseil, Service Conseil. Il fait de l'accompagnement. Si vous voulez le contacter, allez sur son site internet www.stepsimmigration.com. Il y a toutes les informations. Il y a le numéro WhatsApp de Côte d'Ivoire et du Canada. Et comment on appelle ça? Oui, il est cher, mais il est bon. Parce qu'on dit qu'il est cher, mais il est bon et on a beaucoup, beaucoup de retours de témoignages. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à Alexandre et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Quand tu m'invites, je suis là. Merci beaucoup. Merci pour de toi. Viens t'inviter. On va faire une question-réponse en immigration. On va préparer ça. Quand tu veux. Bye. Merci beaucoup. Merci.